Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans notre émission aujourd'hui, nous accueillerons Nicole Triss, députée de la 5e circonscription de Moselle. Elle interviendra pour nous parler de la maladie de Lyme. Et juste avant, voici les titres du journal. La réunion régionale des plus beaux détours de France s'est tenue la semaine dernière à Bitche. La cité fortifiée fait partie de ce réseau depuis son origine il y a 23 ans. Il concerne 109 villes de France et pour en faire partie, il faut répondre à un certain nombre de critères. Toutes ces villes ont une vocation touristique et un patrimoine qui vaut le détour. Le projet Constellation a été créé par 3 classes de 4e du collège La Paraison de Lemberg en partenariat avec des artistes et musées du secteur. Il s'agit d'une pièce transformée en boîte noire qui nous plonge dans le ciel étoilé. 3 œuvres y sont visibles. Elles mettent en avant le patrimoine et le savoir-faire local. Depuis le 15 juin, la vaccination contre la Covid-19 est ouverte à tous les jeunes de 12 ans et plus. Le centre de vaccination de Sarreguemines accueille tous les jours entre 10 et 15 jeunes qui reçoivent leur première injection. La seule obligation est d'avoir une autorisation parentale signée par les 2 parents de l'enfant. Le festival Rando Moselle vient de démarrer. Il a été créé par le département pour faire découvrir des lieux emblématiques aux marcheurs. Au Pays de Bitche, l'Office de tourisme a organisé sa première randonnée thématique au gré de l'eau ce mardi 6 juillet au bord de l'étang de Hanau à Philipsbourg. L'histoire du parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim a débuté en 1971 lorsque Jean Schaub a découvert des objets gallo-romains dans de la terre arable provenant de Bliesbruck. Grâce à son acharnement et à son équipe de bénévoles, il a fait cesser les destructions par l'exploitation d'une gravière et a permis à des archéologues sarrois et mosellans de réaliser le projet qui est aujourd'hui le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Il y a les plus beaux villages de France et pour les villes de 2000 à 10 000 habitants, il y a le réseau des plus beaux détours de France. En fin de semaine dernière, la réunion régionale des plus beaux détours de France s'est tenue à Bitche. L'occasion pour le président du réseau de visiter la ville et d'identifier les pistes d'amélioration pour que celle-ci reste à la hauteur des attentes de ce label. C'est un reportage de Catherine Henrich. 109 villes de France sont au catalogue des plus beaux détours de France. Parmi elles, on peut citer Lunéville, Toul, Wissembourg ou Obernai. Bitche fait partie de ce réseau depuis son origine, il y a 23 ans. Pour être admis dans ce petit cercle, il faut répondre à un certain nombre de critères. Toutes ces villes ont une vocation touristique et un patrimoine matériel ou immatériel qui mérite le détour. Aujourd'hui, la réunion de travail régionale du réseau est à Bitche, l'occasion de découvrir la ville et en particulier son jardin pour la paix, mais la visite n'a rien de touristique. C'est une visite aussi technique, c'est-à-dire, vous voyez, on échange sur des questions pratiques, l'enlèvement des ordures, la signalétique, le fleurissement, voilà, donc on échange entre nous. Le jardin pour la paix fait partie du patrimoine de Bitche qui vaut vraiment le détour, mais le regard du délégué est attentif à tous les détails qui pourraient être améliorés, notamment en ville. Évidemment, toutes nos villes, sans exception, ont toutes des choses à améliorer. Et l'intérêt d'être dans ce réseau, c'est d'échanger entre nous. Et c'est de dire, tiens, telle ville, elle est mieux fleurie, telle ville, elle est plus propre. Telle ville, ils ont réussi à améliorer leur patrimoine architectural de telle et telle façon, en finançant comme ci, comme ça. Donc voilà, ce sont ces échanges entre des villes qui ont la même dimension, la même vocation, à être des villes à vocation touristique, donc à se développer grâce au tourisme et l'échange. Et on a aussi des audits qui sont faits avec Michelin, où nous observons pendant 48 heures, tous les 4 ans, la ville, et nous leur disons voilà les points qui nous semblent devoir être améliorés, sinon ça et ça va bien. Cette visite a permis à Bitche de mettre en avant la créativité et l'imagination de ses jardiniers, des idées qui feront peut-être des émules dans d'autres villes du réseau. Ils ont ramené les étoiles sur Terre. 3 classes de 4e du collège La Paraison à Lemberg ont travaillé avec des artistes et des musées du secteur pour donner naissance au projet Constellation. Leur création a été exposée dans l'établissement pour la fin de l'année scolaire. 3 œuvres qui ont été rassemblées dans une étrange boîte noire. Petite découverte de l'exposition avec Thibaut Desmerlet. Nous sommes à l'intérieur de la boîte noire. Une pièce coupée de la lumière visible qui nous plonge dans le ciel étoilé.
On y découvre 3 œuvres que 3 classes de 4e du collège de Lemberg ont créées avec des artistes. Une sur la lumière, l'autre sur le son avec le bruit énigmatique du verre, et la dernière sur la matière révélée avec 3 lumières différentes. Ce projet est né du partenariat avec le musée Lalique à Wingen-sur-Moder, le musée du verre à Meisenthal et la cristallerie Saint-Louis. Les 3 musées sont regroupés en fait dans ce qu'on appelle les étoiles terrestres. On est parti sur cette notion d'étoile pour arriver à la notion de constellation et le projet a émergé du coup en 2019. Le projet Constellation a vu le jour en 2021 après les difficultés imposées par la crise sanitaire. Une exposition qui met à l'honneur le patrimoine local que l'on découvre sous la lumière ultraviolette. Pour essayer de mettre en évidence des choses invisibles, un petit peu comme le travail que peuvent faire les personnes dans la production du verre. C'est un travail qu'on ne voit pas, mais qui existe. Un savoir-faire que les élèves ont découvert à travers les échanges avec les artistes et les intervenants des différents musées, comme Tiffaine qui a participé à l'œuvre sur la matière. Et ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris à créer, à me partager avec les adultes parce qu'on a quand même beaucoup partagé avec notre artiste, avec d'autres ouvriers là-bas. À l'extérieur de la boîte noire, les visiteurs en apprennent davantage sur les coulisses et la conception du projet. Les curieux ont également laissé leurs traces à l'abri des regards. Sans transition, retour sur la campagne de vaccination. Depuis le 15 juin, la vaccination des moins de 18 ans est possible. Au centre de Sarreguemines installé au CHS, entre 10 et 15 jeunes reçoivent leur première injection par jour. Un nombre plutôt correct au vu de la baisse de la vaccination et du début des vacances scolaires. Pour l'occasion, nous avons suivi une famille venue se faire vacciner pour la première fois. C'est un reportage d'Uranitozik. Une sortie en famille pas comme les autres. Audrey, Régis et leurs 3 enfants viennent pour leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Là, on a attendu la fin de l'école et quand tout le monde est disponible et on y va, même si les enfants ils étaient un petit peu réticents, ils ont peur des piqûres et puis ils se disent s'il y a moyen d'éviter, autant éviter. Mais donc on s'est dit on se fait tous vacciner, comme ça on est tranquille. Alors on s'installe en salle d'attente, puis vient le moment où les angoisses ressurgissent un peu. Non, j'ai un peu peur, j'ai peur des aiguilles et tout. Ouais, je suis un peu stressé, ouais, mais j'espère que ça va bien se passer quand même. Parce que comme ça, je pourrais faire des choses dehors et éviter de passer l'année prochaine à la maison. Tous les vaccins, c'est pareil, ça revient au même. Puis j'ai des potes qui l'ont fait, ça va, c'est pas... Ils étaient tous bien après, quoi. Depuis le 15 juin, les jeunes peuvent se faire vacciner dès l'âge de 12 ans. Au centre de Sarreguemines, une quinzaine d'adolescents viennent chaque jour. Pour eux, le processus est le même, à une exception près. Il faut qu'ils aient une attestation. L'autorisation parentale où figure le nom du papa et de la maman. Le parent peut aller dans le circuit avec l'enfant ou alors l'enfant peut faire le circuit seul. Ici, Emeline préfère que sa mère soit présente. Elle l'aide à penser à autre chose. C'est ensuite au tour de ses 2 frères. Les inquiétudes sont vite dissipées grâce au personnel, aux petits soins pour leurs patients. Une fois vaccinés, la pression redescend enfin. Ouais, c'est fini, ça va en vrai. Ça fait pas trop mal. Ouais, là, il n'y a pas de problème. Tout va bien, je me sens bien. Puis j'ai même pas mal au bras. Un soulagement global pour la famille, venue avant tout pour protéger les autres et se sentir plus serein. Je trouve que c'est rassurant, comme ça on se dit qu'on ne va pas aller propager la maladie à d'autres personnes, parce que même si les enfants sont jeunes et qu'ils ne risquent pas grand-chose, on a les grands-parents, la famille, enfin pour moi c'était important de protéger. Dans quelques semaines, ils auront droit à leur 2e dose en famille. De quoi retrouver une vie presque normale. Santé, toujours, on s'intéresse maintenant à la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme. C'est une maladie transmise lors d'une piqûre de tique infectée par une bactérie. On en parle tout de suite avec l'invité du jour. Nicole Triss, bonjour. Bonjour. Vous avez rédigé un rapport sur la maladie de Lyme avec Vincent Descoeur et Janine Dubier. C'est un thème qui vous tenait particulièrement à cœur ? Oui, absolument. C'est un thème dont on m'a parlé dès le début en fait, de mon mandat, même avant, puisque sur les marchés, lorsque j'étais candidate aux élections législatives, les gens que je rencontrais m'en parlaient, disant leur détresse, leur errance médicale, ne sachant pas comment être prise en charge.
et c'est quelque chose qui m'a touchée parce que c'est vrai qu'on est une région endémique et que c'est pas normal d'avoir comme ça tant de personnes qui souffrent ou d'une maladie de Lyme ou d'une maladie vectorielle à tiques et qui ne sont pas correctement prises en charge. Alors justement, vous parliez d'errance médicale. Votre rapport démontre à quel point cette maladie, elle est peu reconnue. Selon vous, c'est une question de santé publique? Oui, parce que des tiques, nous sommes une des régions où la maladie est endémique, hein, une des régions où il y a sans doute le plus de tiques. Il faut savoir aussi, et ça c'est une étude qui a été faite dont j'ai les résultats depuis la semaine dernière, une étude de l'INRA qui montre qu'on n'en trouve pas seulement dans les forêts et dans les bosquets, mais également dans les parcs municipaux. On peut en trouver dans les jardins, donc également en zone périurbaine et pas seulement en zone rurale. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est d'arrêter avec l'errance médicale de ces personnes qui ne sont pas bien, qui ont des symptômes et dont on n'arrive pas à diagnostiquer la cause et qui n'ont pas qui ont des douleurs et qu'on ne soulage pas. Justement, ces errances médicales, vous proposez en fait une série de 24 recommandations. Elles s'adressent à qui ces recommandations ? Elle s'adresse à tout le monde et notamment à la Haute Autorité de Santé, à la Direction Générale de la Santé. Elle s'adresse aux professionnels, donc je veux dire les médecins, les sociétés savantes et bien sûr aussi aux patients. Lorsque je vous parlais d'un enjeu de santé publique, c'est parce qu'en fait on ne mesure pas à quel point l'impact peut être important tant sur le plan psychologique que social qu'économique pour les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie. Parmi ces recommandations, sur les 24 points, il y a une volonté de garantir une prise en charge inférieure à 2 mois. Alors ça interpelle parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut combien de mois pour être pris en charge ? Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand les personnes sont prises en charge, parce qu'il y a énormément de patients, de malades qui attendent d'être pris en charge, qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui vont de médecin en médecin et qui ne savent même pas qu'il existe un plan Lyme qui a été élaboré il y a cela quelques années avec des centres de compétences et des centres de référence. Il se trouve que nous avons peu de centres de compétences qui devraient être le centre avec une équipe pluridisciplinaire qui prend ces patients en charge et nous avons un centre de référence qui du coup, lorsqu'il fait des consultations pour des patients ayant ces symptômes, il y a une liste d'attente énorme qui va au-delà de 3 mois, de 3 à 6 mois et c'est pas normal. Et ces centres de référence, il y en a sur le secteur ? Alors il y a 5 centres de référence interrégionaux parce que c'est vraiment le niveau le plus élevé, celui qui s'occupe des cas les plus complexes, qui parle de recherche clinique et qui doit animer tout le réseau, l'architecture étant la suivante normalement, à savoir premier niveau le médecin généraliste ou le médecin traitant, puis lorsqu'il ne résout pas le problème, je vous parle bien des cas de personnes qui souffrent et qui ce n'est pas en aigu. Vous avez effectivement les gens qui ont eu une piqûre, un érythème migrant qui est une piqûre qu'on détecte, qu'on peut traiter très bien avec des antibiotiques, ce n'est pas ce problème-là. Ce sont les autres qui ne savent pas qu'un jour ils ont été en contact avec la borréliose de Lyme et qui ont des symptômes qui viennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Là, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, si le médecin ne peut pas résoudre le problème parce que c'est complexe, on passe à un centre de compétences qui doit être régional et ensuite seulement un centre de référence. Les centres de référence, il y en a 5 en France. Chez nous, pour le Grand Est, c'est Strasbourg qui est associé à Nancy. D'accord. Et justement, pour ces centres-là, vous préconisez donc 24 points de recommandation, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'elles vont toutes être suivies et si oui, à quelle date ? Alors, on a conduit beaucoup d'auditions, vraiment, de tout genre. Je veux dire que ce soit des associations de patients, des témoignages de patients, les médecins, les pro-Lyme, les anti-Lyme, parce qu'il y a tellement de controverses à ce sujet. Le professeur Salomon, qui est le directeur général de la santé, l'ARS Grand Est notamment, le Conseil de l'Ordre des médecins. Bref, nous avons conduit énormément d'auditions. Nous sommes rendus sur place pour voir comment fonctionnait le parcours de soins. On a constaté que c'était un parcours de combattants, ce qui est inacceptable en l'état. Et donc, ces 24 propositions doivent être un socle de travail qui est effectivement destiné aux instances sanitaires afin qu'elles les mettent en place. C'est très concret. C'est vraiment pour mettre du corps à ce parcours de soins et qui deviennent enfin consensuels et qui prennent en charge les personnes qui, comme je vous disais, qui sont réellement en errance médicale.
Si on prend l'arrondissement de Sarreguemines, par exemple, est-ce qu'on est particulièrement touché et qu'est-ce que vous préconisez pour notre territoire exactement ? Oui, bien sûr qu'on est touché. Alors ce que je préconise pour notre territoire, c'est déjà que le parcours de soins tel que nous le souhaitons avec les recommandations soit bien mis en place. Donc une information et aux médecins généralistes notamment et aux patients, parce que la plupart des médecins généralistes ne savent même pas qu'il y a une architecture avec centre de compétences et centre de référence. Par ailleurs, moi je plaide pour qu'on ait un centre de compétences à minima en Moselle-Est, parce qu'on est une région endémique. Effectivement, vous avez la forêt, vous avez la ruralité, vous avez la zone périurbaine, et si vous avez des animaux de compagnie ou si vous-même, votre famille, vous vous baladez, je veux dire, vous avez des enfants qui sortent jouer, vous vous rendez compte que oui, les tiques, il y en a partout. Et les tiques, c'est avec le réchauffement climatique, ça ne va pas en s'amenuisant. Bien, merci beaucoup Nicole Trisse, députée de la 5e circonscription de Moselle, d'avoir été avec nous. Et pour savoir si vous pourrez profiter d'une balade en forêt demain, tout en faisant attention aux tiques, on regarde les prévisions de Météo France et ne quittez pas, en deuxième partie d'émission, comme tous les jeudis, je vous propose l'agenda des sorties. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain vendredi le ciel sera nuageux, l'après-midi les nuages deviennent plus menaçants et de petites averses se produisent, température minimale de 13 degrés, maximale de 22 degrés. Demain vendredi 9 juillet nous fêterons les Amandines, le soleil se lèvera à 5h37 pour se coucher à 21h30. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Que l'on soit senior ou jeune actif, lorsqu'on vit seul ou que l'on travaille seul, on aime se sentir en sécurité. Avec les produits de téléassistance Tunstall Vitaris, optez pour la sécurité partout et tout le temps. Nouveau, en ce moment, découvrez la montre 580 géolocalisable et le bouton SOS mobile à emporter partout avec vous. À retrouver chez votre spécialiste de l'accompagnement à la personne AVS Médical à Sarreguemines et à Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Top départ pour le festival Rando Moselle. Il a démarré ce week-end dans tout le département. Au programme, des randonnées thématiques pour partir à la découverte de lieux emblématiques, comme à l'étang de Hanau par exemple. Mardi matin, l'Office de tourisme du Pays de Bitche a organisé sa première randonnée dans le cadre de ce festival. Nous avons suivi les randonneurs. Regardez. Bienvenue à la randonnée au gré de l'eau. Non pas à cause de la pluie, mais parce qu'elle se tient au bord de l'étang de Hanau, à Philipsbourg. C'est l'Office de tourisme du Pays de Bitche qui organise cette randonnée thématique, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du festival Rando Moselle, lancé par le département. Le festival Rando Moselle est né du côté de Saint-Quirin, donc c'était une animation locale au démarrage. Et finalement, elle a été déployée sur tout le département de la Moselle. Et donc, c'est des associations, des professionnels qui proposent des randonnées thématiques durant tout un été de festival. Mardi matin, la randonnée au gré de l'eau a accueilli Stéphanie et Simon, deux amateurs de marche, pour une balade de 10 km à travers la forêt. Ah ben moi, ça me calme et puis j'adore être dans la nature. Dès que j'ai marché, je me sens bien. Hein. Ça équivaut à une bonne relaxation pour moi. Hein. Le festival Rando Moselle se tiendra tout l'été dans le département. Côté Beacherland, des randonnées thématiques gratuites seront organisées tous les mardis de l'été. Pour y participer, infos et réservations à l'Office de tourisme du Pays de Bitche.
Et en parallèle de ce festival, le département de la Moselle vient de lancer une toute nouvelle application mobile, Balade en Moselle. Disponible sur smartphone, cette application recense tous les circuits de randonnée, à pied ou à vélo, sur l'ensemble du secteur mosellan. Alors géolocalisation, nombre de kilomètres du parcours, niveau d'intensité, mesure de dénivelé ou encore les différents points d'intérêt qui se trouvent sur le tracé. En bref, cette application propose de nombreuses fonctionnalités. Elle est gratuite et je vous invite à la découvrir. Il est maintenant l'heure de sortir vos agendas. Comme chaque semaine, je vous propose quelques idées de sortie. C'est parti. Vendredi soir, on sort le popcorn et on s'installe confortablement au camping de Rémerin-les-Putlanges pour une séance de cinéma plein air. Dans le cadre du festival Les Étendards, c'est le film Premières vacances de Patrick Cassir qui est à l'affiche. Le pitch, Marion et Ben font connaissance sur Tinder. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun, mais les contraires s'attirent et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances, malgré l'avis de leur entourage. Ils partiront finalement en Bulgarie, sans programme précis et avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve. J'en dis pas plus, l'entrée est libre et la séance démarre à 22h. Après le cinéma, place au sport. En plus de la Summerfest, le mois de juillet sera sportif et festif à Sarreguemines. La ville a décidé d'organiser 3 semaines d'animation pour les jeunes de 6 à 17 ans. Ça s'appelle Bouge ton été, en partenariat avec les associations locales comme le SFC, l'ASSA ou encore le FC Beau Soleil. L'an dernier, un événement similaire avait accueilli près de 900 enfants. Je vous propose d'écouter tout de suite Lucille Roth, responsable du service jeunesse de la mairie de Sarreguemines. Cet été, pour tous les jeunes âgés de 6 à 17 ans, on vous offre Bouge ton été. C'est un programme en fait avec 19 associations de la ville de Sarreguemines, sportives et aussi socioculturelles. Donc vous pouvez venir sans inscription. Il y aura 2 pôles. Le pôle Beau Soleil pour les lundis, les mercredis et les vendredis. Et le pôle de l'école Maud Fontenoy pour les mardis et les jeudis. Donc les dates, on vous attend tous du 12 juillet au 23 juillet et du 23 août au 27 août. Venez nombreux, c'est pour faire la fête, ce sera vraiment les vacances avec un barbecue le vendredi. Vous pouvez vous amuser entre amis, en famille, les parents sont la bienvenue, donc surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et le programme complet est à découvrir sur le site internet de la ville de Sarreguemines. C'est gratuit sur inscription. Et si l'envie vous prend de mêler balade et histoire, rendez-vous à Beach ce dimanche avec l'association Espace Mémoire de Beach pour une randonnée thématique. Vous arpenterez les rues de la ville pour découvrir l'histoire de la Grande Guerre, un bond de 2021 à 1944. La randonnée est gratuite, mais vous pouvez tout de même faire un petit don. Pensez toutefois à vous inscrire sur le site internet rando-moselle.com ou via la page Facebook Mémoire Locale Beach 1944. D'autres randonnées sont à venir prochainement. Et si vous aimez les spectacles d'humour, ça tombe bien, la saison culturelle du Pays de Beach se poursuit avec le spectacle de Labajon. Comédienne, auteure et humoriste française, Labajon enchaîne ses personnages sous forme de sketch complètement loufoque et sarcastique. Le spectacle démarre à 20h30 à l'espace Cassin de Beach. Prix du billet 29 €, disponible à l'office de tourisme du Pays de Beach ou par téléphone directement à l'association Cassin. À noter que sa première partie sera jouée par Julien Strelzik. Et on reste au Pays de Beach avec le festival itinérant Il était une fois. Ce dimanche, la compagnie Heinz vient présenter son spectacle de cirque de rue nommé Le Bistrot. Alors le Bistrot, c'est le nom d'un vieux restaurant qui a connu des jours meilleurs. Au moment de la fermeture, un serveur mal embouché rencontre une dame un peu fantasque. Le Bistrot devient alors un terrain de jeu où les conflits sont exacerbés et les talents sont exprimés avec excentricité. Le tout sur fond de swing. Ça se passe sur la place de l'Europe de Rohrbach-les-Beach ce samedi soir à 21h. Et s'il pleut, pas de panique, le spectacle sera délocalisé à la salle Robert Schumann. Et pour terminer cette chronique, je vous donne une dernière information. Le festival de théâtre itinérant arrive au Pays de Beach du 13 au 18 juillet. Vous pourrez profiter de plusieurs animations gratuites. Alors le premier spectacle se tiendra à Lemberg mardi prochain. Ça se passe aussi à Sirstal, Rimelin, Val-d'Ouz ou encore Ormersvillers. C'est la compagnie Les Ombres des Soirs qui vous propose différents spectacles. La programmation et les horaires sont à découvrir sur le site de la saison culturelle du Pays de Beach. Voilà
pour les idées de sortie du week-end. Et le 14 juillet approche. Et qui dit 14 juillet dit feu d'artifice. Eh bien, terminé les feux d'artifice. Place désormais au spectacle 2.0 avec des drones lumineux. C'est le pari que s'est lancé un Mosellan pour proposer des shows avec des centaines de drones dansant dans les airs. Un moyen aussi de se relancer après la crise sanitaire. C'est un reportage de Jean Milan. C'est dans un petit hangar à Sichazel que Mathieu, gérant d'entreprise dans l'événementiel, spécialisé dans les effets spéciaux en tout genre, prépare les spectacles de demain. Alors je vais vous montrer comment on pilote la flotte de drones. Une centaine de drones lumineux, programmés pour ne former plus qu'un et offrir aux spectateurs un souvenir inoubliable. Mais avant de décoller, il faut tout mettre en place. Alors nous allons relier la station de pilotage à l'ordinateur, donc la station qui se trouve ici. Tout est piloté à partir de cet ordinateur et vous avez différentes antennes qui correspondent aux différents protocoles de communication parce que le drone communique avec la station et on peut vérifier l'état du drone. On a la possibilité de ramener les drones si jamais il venait à y avoir un problème, la possibilité de faire des coupures moteurs sur les drones. Avec un poids de 300 grammes et la liberté de choisir entre plus de 16 millions de couleurs, le champ des possibles est presque infini. Formes, logos, animaux, la créativité est de mise. Alors je vais vous montrer la réalisation d'un tel spectacle dans le ciel. On peut laisser libre cours à notre imagination. Aujourd'hui tout est réalisable, bien entendu en ne pas dépassant les contraintes techniques des machines et la réglementation en vigueur. Si l'idée d'un spectacle de drone trottait déjà depuis longtemps dans la tête de Mathieu, la crise sanitaire est venue accélérer le processus. Alors qu'est-ce que ça donne ? Un vrai coup de poker pour lui et son père, quand le prix d'un seul de ces engins peut s'élever jusqu'à 2 000 €. On avait d'autres perspectives au niveau international qui s'ouvraient pour nous, et malheureusement la Covid nous a arrêtés dans notre élan. Nous n'avons pratiquement plus de travail à l'heure où je vous parle. On avait des dizaines de feux qui étaient programmés pour le 13-14 juillet. Aujourd'hui, on se retrouve avec même pas une dizaine de feux. Donc c'est très compliqué et justement cette arrivée de drones va nous permettre de rebondir. C'est vraiment très joli. Dans le Grand Est, Mathieu est pour le moment pionnier de ces spectacles avant-gardistes, également plus respectueux de l'environnement, avec la promesse de vivre une expérience immersive où il n'y a plus qu'à lever les yeux pour avoir la tête dans les étoiles. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site internet pour voir et revoir nos reportages. Prenez soin de vous et à demain.